Une attaque qui se présente comme ça, si vous n'avez pas de produits pour lutter, vous perdez toute la culture. Il y a de ces chenilles qui peuvent vous ravager. La plate-bande en une nuit seulement. Vous avez laissé la plate-bande saine, avec des produits sains, mais le lendemain, vous venez, vous trouvez, déjà, ils se sont installés, et si vous ne prenez pas les dispositions qui s'imposent, ils peuvent vous ravager toute la plate-bande en espace seulement d'une nuit ou deux nuits. Voilà et la raison pour laquelle il faut se contenter d'avoir des produits phytosanitaires. Et les produits phytosanitaires, nous les utilisons à deux phases. Il y a des produits phytosanitaires, je ne sais pas si je parle un peu vite, hein, pour ceux qui notent. Alors, concernant les produits phytosanitaires, il y a deux phases d'utilisation. Il y a l'utilisation préventive, hein, la lutte préventive. Pendant que les produits ou les cultures ne sont pas encore attaqués, il faut les prévenir. C'est comme nous prenons des doses pour prévenir. Hein, maintenant, on parle de... C'est quoi? Avec la maladie ici, Corona, il y a quand même des mesures préventives où il faut prendre des vaccinations, tout ça. Donc sur les cultures aussi, il y a moyen de prévenir. Mais pour prévenir, il ne s'agit pas seulement d'utiliser les produits phytosanitaires. Il y a aussi la lutte culturelle. Sur la lutte culturelle, il faut toujours chercher à ce que l'entourage de votre jardin soit propre. Il faut éviter toutes les matières et toutes les herbes qui peuvent occasionner l'envahissement des insectes dans les jardins. C'est déjà un moyen de lutte. Si vous entretenez votre jardin tout autour, vous gardez la propriété, c'est aussi un moyen de lutte afin que les insectes ne puissent pas vous envahir. Et puis, pour éviter aussi les maladies, il y a aussi une technique auquel il faut faire face. Vous voyez, quand nous plantons des végétaux, comme la tomate par exemple, ou les aubergines, les poivrons, les piments, à la fin de la culture, il y a toujours une manifestation de maladies qu'on constate sur les cultures. Alors, tous les végétaux qui sont arrivés à terme, à la fin de la production, nous appelons ça des débris végétaux. Alors, quand on dessouche ces débris végétaux, il ne faut pas les entasser tout près du jardin, puisque c'est une occasion, c'est une source aussi de maladies, puisque les maladies, il y a certaines maladies qui se propagent rien que par le vent. Il y a certaines maladies qui se propagent en touchant même les débris végétaux. Vous entrez dans les jardins où il y a des végétaux, et la culture aussi est infectée. Alors il est vraiment conseillé d'arracher tous les débris végétaux qui sont arrivés à la fin de la production, les jeter un peu loin du jardin, même à une distance de 30 mètres ou même plus. Et quand ça devient sec, il faut procéder à les incinérer pour éviter la contamination des maladies, puisque c'est comme je venais de le signaler, il y a ces maladies qui se propagent rien que par les coups de vent. Et il faut aussi éviter de jeter les débris végétaux au bord des ruisseaux que vous utilisez pour besoin d'eau d'arrosage. Puisque quand vous jetez les débris végétaux au bord des ruisseaux qui vous servent d'eau d'arrosage, et surtout pendant la pluie, quand il pleut, l'eau emporte ces microbes-là jusque dans les ruisseaux. Et en se servant de cette eau, vous amenez aussi la maladie dans les cultures. Donc voilà les quelques techniques qu'il faut prendre. Alors, concernant l'utilisation des produits phytosanitaires, ça demande aussi un peu de connaissance. Puisque les produits phytosanitaires, surtout chimiques, ce sont des poisons qu'on ne peut pas utiliser en culture de n'importe quelle manière. Il faut chercher à bien les utiliser tout en tenant compte de la durée que le produit va rester dans la plante. Et partout où on a apporté les traitements,
chimiques, les mêmes jours, il faut éviter d'y entrer pour éviter aussi l'intoxication à vous-même qui l'utilisez. Alors, quand on a traité les produits, disons les cultures avec les produits chimiques, il faut vraiment y accorder un bon temps. De plus, il y a de ces produits qui demandent de se passer du moins 7 jours. Il y a d'autres qui demandent de se passer 10 jours. Il y a d'autres même, voire même 10 jours avant la récolte. Donc c'est une opération auquel nous devons vraiment faire beaucoup d'attention. Et l'utilisation des produits phytosanitaires, surtout chimiques. Donc il faut attirer l'attention sur l'utilisation afin d'éviter l'intoxication de ceux qui vont se prendre ces produits. Alors je voulais aussi parler de la... Bon, là je suis déjà presque entré sur la conduite des cultures, puisque les cultures nécessitent un bon suivi. On peut planter, c'est bon, mais sans un bon suivi, on risque aussi d'échouer. Le suivi est lequel? Il y a de ces travaux d'entretien que nous apportons
ceux qui ont... J'ai une petite brochure qui nous donne l'image de... Freddy, je vais vous répondre après, hein. Je suis dans une séance de formation. Rotation, pour la pratiquer, il faut tenir compte de la succession. C'est là donc la succession, ça veut dire, là où il y a eu que les cultures, on ne peut pas remettre une autre culture de la même famille. C'est là où je parle alors de la succession. Donc la rotation doit tenir compte de la succession. Donc c'est qu'on doit remplacer là où il y a eu telle culture. Donc en ce qui concerne la rotation, j'ai donné l'exemple de spéculations qui sont de la famille des Solanacées. C'est vice-versa hein, pour d'autres, puisqu'il y a plusieurs familles dont les cultures, les légumes sont composés. Donc il faut vice-versa. Hein. Comme j'ai dit, j'ai à un moment donné, pour ceux qui ont même des téléphones Android, ils peuvent prendre, ils peuvent filmer pour se baser, puisque notre travail, voilà ici, ce tableau nous parle de la rotation et de la succession. Je vais vous le passer après. Donc, les travaux de maraîchage que nous voulons faire ou que nous faisons nécessitent, en tout cas, c'est pas beaucoup, mais nécessitent un peu de connaissances. C'est comme la Bible nous dit, mon peuple meurt puisqu'il lui manque la connaissance. C'est ce que nous devons faire. Et néanmoins, en associant aussi Dieu, puisqu'on ne peut pas travailler sans associer Dieu. Voilà. On peut réunir tous les moyens, mais si on est en dehors du Dieu, il y a encore des choses. C'est comme j'ai dit, ça c'est une petite théorie que je donne. Mais lorsqu'on va faire la vie, on va serrer tellement beaucoup de temps et en voyant aussi, puisqu'on va aussi parler des écartements. Hein? Pendant que je vous parle ici, je ne sais pas, je posais beaucoup de questions. Même en ce qui concerne les écartements, les chacune des spéculations, tout ça. Voilà. Bon, et puis je voulais aussi ajouter un élément. Pour mieux réussir dans le maraîchage, il faut savoir planifier les cultures. Il faut savoir planifier les cultures. Qu'est-ce que je voudrais dire sur ça? Les produits agricoles se vendent sous la loi de l'offre et la demande. Quand les produits abondent sur le marché, qu'est-ce que nous constatons? Il y a presque de prix. Mais quand le produit est rare, vous pouvez fixer votre prix, vous coulez la marchandise. Je prends l'exemple du carburant, qui est devenu rare. Le prix du litre, c'est 2000, plus ou moins 500. Mais comme il est rare, mais si on vous le vend à 3000, 3500, 4000, vous êtes dans les besoins, vous ferez quoi? Vous achetez. Donc la planification des cultures, c'est aussi une opération très très importante auquel nous devons attirer notre attention. Puisque vous pouvez produire et réussir sur un produit où vous recevez le rendement à 100%. Mais si vous ne pouvez pas le vendre à un bon prix, vous n'avez pas gagné. Je peux prendre l'exemple de la tomate. La culture de tomate, c'est une culture très capricieuse qui nécessite beaucoup d'apports en intrants, en connaissances, tout ça. Et ça vous donne beaucoup de travail, la tomate. La tomate vous donne beaucoup de travail, puisque au repiquage, il y a des opérations auxquelles vous devez faire face. Il faut réduire les feuilles de base, il faut les enlever, il faut les couper régulièrement. Il faut enlever les gourmands. Les gourmands, ce sont les étapes hein, qui se manifestent sur la plante, soit de la tomate, que nous appelons gourmands. Nous les appelons gourmands, c'est puisqu'ils ne sont pas utiles sur la plante, puisque la tomate nécessite de garder seulement la tige principale, qui ne peut vous donner que soit. Après, elle peut vous donner 2 ou 3 tiges sur lesquelles vous aurez le fruit. Puisque si vous laissez la tomate avec beaucoup les étapes, ça ne vous donnera pas de fruits, hein, de beaux fruits. Pour que vous ayez de beaux fruits sur la tomate, il faut garder seulement la tige principale et vers
dans son développement, vous pouvez garder soit 3, 2, 3 ou 4 tiges qui vous donnent le fruit. Là alors, ça vous permet d'avoir soit 5, 6, 7 ou 8 grappes de fruits. En ce moment-là, ça vous permet d'avoir de bons fruits. Voilà, puisque tout ce que nous devons chercher à produire, nous ne devons pas nous baser seulement sur la quantité, mais la qualité s'impose. Puisque si vous produisez des produits de qualité, hein, la vente en tout cas est facile. Voilà, la vente est facile, c'est toute personne qui vont se ruer à acheter. Voilà. Moi ici, quand je produis, on a reçu un produit de qualité. D'abord, à partir de moi, le producteur, ça me fait la joie. Je suis content. Et cette joie va aller jusqu'à vers les clients qui viennent acheter. Et elles aussi, devant leurs clients au marché, les produits s'écoulent facilement. Voilà. Quand vous produisez la qualité, en tout cas la vente du moins est facile. Voilà. Donc nous devons tenir compte de la planification, comme je dis, puisque toutes les périodes ne sont pas favorables. Il y a des périodes favorables pour la culture, mais il y a aussi des périodes favorables pour la vente. Telle que maintenant la saison sèche. Pour la production ou pour les cultures, c'est une saison favorable puisqu'il ne pleut pas. Comme il ne pleut pas, il y a moins d'obstacles, il y a moins d'handicaps. Puisque j'ai parlé de la pluie qui est vraiment un handicap. Voilà. Mais pendant la saison sèche, on apporte l'eau à volonté. Hein, vous apportez l'eau sur la culture. Dès que vous constatez que c'est suffisant, le sol est bien arrosé, vous arrêtez. Mais ce n'est pas le cas avec la pluie. Puisque pendant la pluie, quand il pleut beaucoup et régulièrement, surtout les périodes qui vont de novembre. Novembre, nous prenons aussi le mois de décembre. Ajoutant à cela le mois de mars, ça va encore un peu, mais les mois comme le mois d'avril et mi-mai. Ce sont des mois où il pleut beaucoup. Et la pluie abondante qui apporte l'excès d'eau, c'est la source d'apparition de maladies. Donc les engrais chimiques mal utilisés causent du trouble à la santé. Ce n'est pas en vain. Les engrais chimiques, c'est un mal nécessaire. À la fois il est bon, à la fois il est aussi mauvais. Voilà. Donc l'excès d'utilisation. Moukouna. En fait, ce que moi je voulais savoir, après avoir mis les cultures en tête, après la récolte, comment vous faites pour les revendre? Vous avez une coopérative dans laquelle vous vous associez pour aller revendre les cultures, ou bien les concernés se déplacent pour venir vers vous pour les prendre, ou bien comment ça se passe? Bon, je prends le Kimwenza est vraiment tout près de la capitale, de la ville. Donc nous ici, pas seulement ce qui me concerne, nous n'avons pas tellement de difficultés pour liquider nos produits. Nous avons une clientèle qui se présente presque à tout moment. Donc cela veut dire que nous vendons sur place. Nous n'avons pas de difficultés pour la vente. Vous avez fait allusion aux coopératives. Je fais partie d'une coopérative au nom des Trésors qui se trouve dans le site. Et la coopérative fait partie de l'Union des maraîchers et l'Union des coopératives maraîchères de Kimwenza, dont le siège est au niveau de la gare. Bon, du fait qu'au niveau des coopératives, on n'est pas encore arrivé à bien s'organiser, donc c'est une difficulté pour évacuer nos produits sous forme de vente groupée. Mais jusque-là, nous avons la possibilité de recevoir la clientèle qui nous arrive sur place et ça nous permet de liquider tout ce que nous produisons sur place. Et j'ajoute aussi, vers notre site ici, la plupart des gens qui exploitent produisent la qualité. La plupart produisent la qualité. Et chez nous ici,
nous produisons la qualité. Alors, au vu de ce que nous produisons, en tout cas, nous n'avons pas la carence en clientèle. Pour votre information, puisque je ne me suis pas présenté, j'ai débuté mes activités agricoles ici à Kimwenza en 1976. En 1976. Et j'ai fait, comment dire, j'ai fait la pluie et le beau temps ici à Kimwenza. Hein, en ce qui concerne les produits maraîchers, j'ai fait la pluie et le beau temps. Puisqu'en ce moment-là, vers les années, avant les années 2000, on n'avait pas tellement de difficultés en utilisation, en approvisionnement en fumier. Il y a eu beaucoup de fermes de gauche à droite. Et en ce moment-là, vers les années avant 2000, il n'y avait pas beaucoup d'exploitants maraîchers. Il n'y avait pas. Nous venons de vivre maintenant la présence des exploitants maraîchers à partir des aérianisations, des pillages, où on n'avait plus des entreprises. Ceux qui ont essayé de comprendre se sont riés à exploiter la terre. Et ici, le site de Kimwenza, la jeunesse a eu de la chance d'avoir un homme comme moi. Puisque en ce moment-là où il n'y avait pas beaucoup d'exploitants, la jeunesse de Kimwenza ou des environs, il y a beaucoup qui sont passés par chez moi et qui ont reçu une bonne formation en maraîchage. Voilà. Et maintenant, il y a parmi ces jeunes gens, il y a de ceux-là qui se sont donnés à exploiter le maraîchage et qui se retrouvent. Votre expérience en culture maraîcher, vu l'année auquel vous avez débuté, vous avez eu des problèmes et des solutions. Moi, je voulais savoir quelles sont les difficultés réelles que vous avez reçues sur le terrain jusqu'à ce que vous vous démarquez de la population, à ce que vous puissiez, comment on appelle ça, donner des formations aux personnes pour plus que cette personne puisse réussir. Merci. À un moment donné, on a connu la carence d'approvisionnement en fumier, en fiat. Puisque avant qu'on ait la ferme ici à côté, puisque un élément que je voudrais ajouter, je crois que j'ai eu l'occasion de le souligner un peu. Nos terres ici sont des terres souvent pauvres. Alors, pour exploiter le maraîchage sans une source d'approvisionnement sûre en matière organique ou en fumier, en tout cas, c'est une des raisons d'échec. Voilà, c'est une des raisons d'échec. Puisque le maraîchage que nous faisons nécessite un amendement en matière organique, disons le fumier, régulièrement. Puisque là où il y a eu telle culture, si la culture est arrivée à terme, pour remettre une autre culture, il faut à tout prix passer par un amendement. Voilà, un amendement en apportant le fumier de fond. Le fumier de fond, cela veut dire, avant de mettre les cultures en terre, il faut mettre du fumier pour préparer le sol qui va recevoir la culture. Voilà. Quand vous utilisez le fumier de fond, c'est tout comme vous avez préparé déjà le terrain en matière fertilisante. Quand vous mettez vos produits, tout au début, les produits ne vont presque pas souffrir de quoi que ce soit. Et je vous donne aussi une information. Une culture mal nourrie, qui trouve un sol pauvre, il est exposé aussi aux attaques comme des maladies. C'est comme le corps humain qui n'est pas bien nourri, il est exposé aux maladies. Voilà. Donc, une culture qui trouve un sol déjà bien amendé, en tout cas, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes sur le plan développement de ce que vous mettez en terre. Voilà, ça c'était une difficulté. Mais à partir du moment que la ferme ici s'est installée, c'est ça qui a occasionné même à ce que les gens, vers Kimwenza, que les gens s'intéressent plus au maraîchage, puisque le maraîchage sans approvisionnement, sans une source d'approvisionnement en fumier, c'est vraiment un grand handicap aussi. Alors,
Une autre difficulté, c'est les problèmes qui concernent les maladies. Puisque les maladies, comme je l'ai dit, quel que soit, mais les maladies vont se manifester. Hein? Vont se manifester puisque les plantes qui prennent beaucoup de temps en terre, hein? Même la fiente que nous utilisons, c'est aussi une source de maladies, surtout la fiente liquide. C'est aussi une source de maladies. Ça vous laisse un peu de microbes, même pas tout au début, mais à un moment donné, ces microbes vont se manifester, ils apparaissent et puis ils attaquent aussi les produits. Voilà. Alors, une difficulté qu'on a plus connue, c'est le problème des maladies qui s'est présenté à un moment. Puisque c'est comme j'ai dit, avoir un peu de connaissances de ce qu'on fait, c'est quelque chose de très capital. De toutes mes activités, j'étais un peu buté en ce qui concernait la lutte contre les maladies. Mais Dieu m'a fait grâce, c'était vers les années, je crois, 2016. J'ai eu l'occasion de suivre une formation en phytopathologie. Voilà, en phyto, hein, en ce qui concerne les maladies et la lutte. J'ai eu un peu cette chance-là. Alors maintenant, j'essaye d'apporter un peu de solutions sur quelques problèmes de maladies qui se posent sur le terrain, puisque j'ai reçu un peu de connaissances en ce qui concerne la lutte. Et le troisième problème peut-être, c'est le problème d'eau. Vous constatez le travail qui se fait là. Depuis que les gens se sont investis en maraîchage dans les environs, nous connaissons un problème d'eau pendant la saison sèche. À partir du mois de juillet, jusqu'à maintenant nous parlons, nous avons un problème d'eau. Malgré nous avons fait une irrigation qui nous permet de tirer l'eau d'en bas jusque sur notre citerne, mais à partir du point d'alimentation, on n'a pas assez d'eau. Voilà, alors pour pallier, ça c'est une difficulté que nous vivons depuis de longues années. Alors pour pallier à cette difficulté, je me suis donné la peine de solliciter le forage qui pourrait peut-être pallier à cette difficulté. Voilà, on fait les quelques difficultés qu'on a avec. Comment fabriquer son terreau pour la fabrication des menthes de semis? Comment fabriquer son terreau pour la fabrication des menthes de semis? La deuxième question, y a-t-il des entreprises qui font le montage des serres ici à Kinshasa? Bon, je commence par les informations précises pour une structure qui fabrique les serres. Je n'ai pas en tout cas, on pourra peut-être se renseigner. Mais quant à la première question qui concerne les terreaux, on peut se contenter d'une bonne terre visiblement à l'œil, hein, plus une terre un peu sablonneuse, auquel on peut ajouter la fiente, donc le fumier, auquel on peut ajouter les fumiers, ça vous fera du terreau, une bonne terre qui pourrait vous permettre à faire même les germoirs. Une autre, elle dit que vous avez dit que quel est le lieu favorable pour acheter un terrain avec un bon sol ici à Kinshasa? Ici à Kinshasa, c'est le plateau de Bateke. Mais malgré le plateau de Bateke a aussi un handicap, c'est le problème de manque d'eau. Le plateau de Bateke a un bol, vraiment un très bon sol. Hein, j'y étais une fois, on trouve des sols meubles, hein, des sols meubles fertiles, mais le grand handicap vers le plateau, c'est les problèmes d'eau qui se posent. Dernière question, à part préparer ses propres graines, il y a-t-il des sémenciers qui vendent de graines bio aussi à Kinshasa? Des graines bio? Oui. Ouais. Bon, il y a une structure, la CEPROSEM, qui est installée à Mongafula Kimbondo, qui produit des semences. Voilà, Maman Claire, je pense que... Et moi-même ici aussi, voilà. je crois, lorsqu'on va circuler, vous allez remarquer que de part et d'autre, nous avons laissé des porte-graines, puisque nous voulons avoir nos propres semences que se contenter d'acheter ailleurs. Voilà, je pense qu'elle a eu presque toutes les réponses. Elle vous remercie d'ailleurs pour les réponses. Merci. C'est bon. Vous présenter. Ok, merci beaucoup. Je vous ai bien suivi pour l'opération du terrain. J'ai parlé
fientes de poules, vous avez parlé des feuilles, Feuilles mortes. des feuilles mortes, Des et puis herbes. vous avez parlé des grèches. Oui. Bon, moi souvent je vois des gens qui utilisent sur la GFK des porcs. Des porcs. Quand vous parlez des microbes. Quand je vois des matières des porcs, c'est comme s'il y a des microbes. Comment est-ce que nous pouvons pallier à ces problèmes-là? C'est ça ma question. Les matières fécales des porcs. Bon, c'est par là où j'ai dit la bonne utilisation des fumiers, il faut les enfoncer dans les sols. Il faut les enfoncer dans les sols puisqu'il y a de ceux-là qui utilisent même la viande des poules en les mettant directement sur les cultures déjà en terre. Personnellement, je n'apprécie pas cette pratique. Mais quand on utilise les fumiers, que ce soit les fumiers de porc, de volaille, quand on utilise sous forme de fumier et de fond, donc en y mettant dans le sol, on amoindrit le taux de manifestation des microbes. On amoindrit le taux de manifestation des microbes. Puisque quand on met la fiente dans le sol, on ne l'utilise pas immédiatement, il faut donner un temps de composition. Ça dépend, ça dépend des types de la fiente qu'on a donné, qu'on a mis en terre. Mais si vous utilisez la fiente presque liquide ici, au bout de 3 jours, on peut planter. Mais si on utilise les fumiers secs, comme on a trouvé dans les temps, les fumiers secs là, ça demande un temps de composition dans le sol qui nécessite plus ou moins 5 à 6 jours. Mais moyennant aussi un arrosage. Puisque les fumiers secs, quand on les met dans le sol, si on n'arrose pas, ça va prendre du temps pour à ce que ça puisse se décomposer. Puisque quand on a mis les fumiers dans le sol, tenez compte à ce que les fumiers soient mélangés convenablement avec la terre. Voilà, un sol où on a mis du fumier qui n'est pas bien mélangé, c'est une occasion d'échec. Quand on met les plantules, ça risque d'être brûlé. Donc il faut donner un bon temps aux plates-bandes qui ont subi l'apport des fumiers pour que la fiente ou le fumier soit bien mélangé avec le sol. Donc on peut même procéder à 2 ou 3 labours de mélange avant qu'on arrive au temps de l'épiquage. Pas pour la parole, moi c'est confirme mon input. Avant la question reposée par rapport à la maladie au lobby, ça souvent dans la plante. Et je crois au lobby que toi utilisera souvent insecticide pour les apprendre à insectes pour planter d'une façon bien protégée. Je crois bien que les produits ce sont des produits chimiques. Oui. Est-ce que ça m'a bêté pour créer problème dans les autres parce que nous avons déjà produits chimiques après par rapport à quelques temps il faut créer peut-être problème. Bon, à part ça, on a évité ce qui créera problème. Est-ce qu'il n'y a pas comment dirais-je produit moko ya bio naturel pour les insectes ou les salama côté les alaka on a des insectes de façon qui plantent d'une manière normale. Je commence par l'utilisation des produits chimiques. Bon, les produits chimiques, ils sont là pour lutter contre les insectes et les maladies. Mais l'air n'a pas quand il y a utilisation, il y a produits chimiques. Je me suis basé sur l'utilisation. Si l'utilisation est bonne, on réduit les taux d'infectation. Si l'utilisation est bonne, c'est là où j'ai donné un produit chimique mal utilisé peut causer du tort et à la plante et même à l'homme. Mais si le timing de l'utilisation jusqu'à la consommation est respecté, ça ne vous pose pas de problème. Puisque quand on met les produits sur les cultures, avec l'arrosage qu'on apporte, ça permet la lessive aussi de ces produits. Et puis le temps qu'on accorde, si c'est bien utilisé, au bout d'un certain temps, le produit n'est plus sur
sur les plantes. C'est déjà lessivé, c'est déjà parti. Voilà. Alors, en ce qui concerne les produits phytosanitaires bio, j'ai aussi avec moi ici sur ma brochure quelques notes qui parlent de la fabrication des produits bio. Mais trouver les produits de lutte bio sur les marchés, en tout cas, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. C'est souvent les produits chimiques que nous rencontrons. Mais l'utilisation des produits chimiques n'est pas tellement si mauvaise. C'est comme les produits, les médicaments que nous prenons. C'est un poison. Il faut savoir, c'est la raison pour laquelle il nous est recommandé de bien prendre les produits. C'est de la même manière aussi avec les produits phytosanitaires que nous utilisons. Il nous est conseillé de bien les utiliser. Puisque les produits phytosanitaires mal utilisés, j'ai dit, ça peut causer du tort. Et à la plante, et à la personne qui l'utilise, et à la personne qui va consommer. Mais c'est un problème seulement de bien utiliser. C'est sûr de respecter les doses. Oui, c'est ça, les doses aussi. Oui, papa. Il y a papa qui... Félix Masuka. J'ai deux préoccupations. La première, je voulais savoir, comme c'est difficile de trouver le grain bio, si on achetait les graines qu'on avait utilisées avec les engrais chimiques et que je plante mais sans utiliser les graines, quel est l'inconvénient? De deux, quelle est la sorte de culture pour lesquelles on doit utiliser le cerf? Est-ce que c'est les tout? cerfs? Les cerfs. Ah. Oui. Voilà, c'est le deux préoccupations. On peut utiliser dans les serres. Ou peut-être, si on peut recourir à toutes les cultures dans les serres, c'est seulement au niveau de la pépinière et pendant la saison pluvieuse. Là, peut-être, il y a moyen d'utiliser toutes les espèces, puisque je parle toujours du problème des pluies. Voilà. Les serres nous permettent d'éviter ces problèmes de pluie qui nous dérangent, surtout pendant les temps de pluie. Donc on peut utiliser les serres pendant les temps de pépinière ou de germoire. Mais il y a aussi certaines cultures qui sont appropriées et qu'on peut utiliser dans les serres. Et surtout, les serres servent plus pendant la saison pluvieuse. Puisque les serres, comme je dis, ça permet d'éviter les pluies abattantes qui causent du tort aux cultures et puis l'ensoleillement aussi, quand il fait chaud. Tel que la salade, la laitue, on peut les cultiver dans les serres. Voilà, on peut les cultiver dans les serres. Mais là, on doit aussi réglementer l'aération. On doit réglementer aussi l'aération puisque on ne peut pas élever quelque chose, une culture, dans un endroit où c'est très étouffé. On doit réglementer l'aération. Mais sinon, la plupart des cultures, on peut les planter à l'air nu, mais il y a certaines cultures, comme j'ai signalé, qui nécessitent un abri. Il y a de ces cultures qui n'aiment pas les grands soleils et puis les grandes pluies abattantes. Alors, vous avez parlé des semences bio. Oui. Semences. C'est-à-dire, on ne trouve pas de semences bio. J'achète les graines. Bon, les semences, comme telles semences bio ou quoi, il y a deux types de semences qu'on peut trouver, soit sur le marché. Il y a les semences appropriées, proprement dites. Tout ce qu'on doit appeler semences, ce sont des semences produits avec certification, donc certifiées. Donc des semences produites dans des structures appropriées. Appropriées, puisque les semences certifiées, ce sont des semences qui ont beaucoup d'exigences à la production. Cela veut dire, pour tous ces types de semences qu'on a produites dans des firmes appropriées, il y a beaucoup de conditions auxquelles ils doivent se baser. Sur l'isolement, par exemple. L'isolement, cela veut dire là où on prépare telle variété de légumes, il ne doit pas y avoir d'autres variétés de même espèce. Je prends l'exemple, les amarantes.
nous avons plusieurs variétés. Hein? Là où on prépare les graines, on produit les graines d'amarante. Si on produit des graines pour telle variété, dans les environs, il ne doit pas y avoir une autre variété d'amarante. Sinon, on risque d'avoir des semences mélangées avec d'autres variétés. Alors que sur ce qui concerne la production des semences, on se base sur l'isolement pour qu'on ait une variété pure. Et puis, donc c'est comme je dis, il y a des principes auxquels il faut faire face. Alors, les semences appropriées, comme je dis, ce sont des semences souvent traitées. Puisqu'à la fin de la préparation, il y a tout un schéma auquel il faut faire face pour d'abord pour la culture, pour la préparation de ces semences et jusqu'à la mise en circulation pour la vente. Et souvent, ce sont des semences traitées. On les traite avec un produit pour écarter toute tentative de maladies qui peuvent se manifester tout au début de la culture. Et dans votre formation, sur votre formation, j'insiste, je profite d'ailleurs aussi de parler des semences. Hein? Puisque tout part par les semences. Il faut savoir faire un bon choix des semences. Voilà. Puisque des semences, d'ailleurs tout ce que les gens vendent là, hein, les semences des épinards, des teku, nous appelons ça des tout venants. Des tout venants, donc on n'est même pas sûr de ce... Bon, on vous parle, ce sont les bitekuteku, mais là-dedans, vous trouvez les matoyambois, vous trouvez ceci, vous trouvez ceci. Ça, ce sont des tout venants. Même sur les semences des épinards. Donc, ce sont des semences qui n'ont pas une seule variété. Voilà, ce sont des semences qui n'ont pas une seule variété. C'est mollo-mollo. Voilà. Mais tandis que les semences produites dans des firmes appropriées, en tout cas, ils se contentent sur la pureté de la variété. La pureté, la qualité des semences, tout ça. Voilà. Donc, parler de semences bio... Voilà. Bon, nous ici, nous avons gardé des variétés, hein, quelques spéculations auxquelles, malgré, il y a seulement deux variétés que nous avons, telles que sur les amarantes. Mais à la récolte, on ne va pas aussi mélanger les deux variétés, les mettre dans un même... disons dans un même sac. On va séparer pour garder le type de variétés. Puisqu'il y a de ces variétés parmi les semences dont nous utilisons. Il y a ces variétés qui sont résistantes aux maladies. Il y a de ces variétés qui sont résistantes aussi à notre... même à la conservation, même à la pluie, tout ça. Voilà. Donc, quand on achète des variétés, je peux prendre l'exemple de la tomate. Si vous voulez planter et faire la culture des tomates pendant la saison pluvieuse, il faut se contenter des semences appropriées. C'est comme la variété Caraïbe, les ninjas, ce sont des variétés sumo. Ce sont des variétés appropriées pour la saison pluvieuse. Du côté chou paumé, si vous contentez sur les choux cacacros ou des hybrides, puisque le monde évolue, de telles variétés pures, on arrive aussi à avoir des variétés croisées. En croisement de telle à telle, on arrive à avoir telle variété, un hybride qui donne aussi de bonnes qualités. Voilà, ainsi de suite. Même les poivrons, tout ça. Il y a des variétés auxquelles il faut faire face, comme les narvas. Ce sont des variétés qui résistent pendant la saison pluvieuse. Maman Clara a posé sa question. Elle veut faire la culture, par exemple, de l'amarante. Elle a déjà son germois. Elle a amendé sa plante bonne. Après combien de semaines ou bien de jours qu'elle doit répiquer ces jeunes plantes-là dans la place définitive? Pour apporter
Ma question est celle-ci. Nous avons nos jeunes plantes au niveau de notre ferme. Alors, nous avons les citrons et autres. Alors, il y a quelques insectes qui viennent endommager ces plantes. Alors, nous voulons un peu avoir des précisions en vous en ce qui concerne ces gens, pour combattre un peu les insectes qui viennent endommager les jeunes plantes là. Les arbres ont quel de... C'est 4 mois, 3 mois qu'on a. 4 mois. Bon, il y a différents types d'insectes. Alors, en ce qui concerne la lutte contre les insectes, il faut d'abord identifier quel type d'insecte. Puisque c'est comme nous nous faisons soigner. Hein? Ce n'est pas en utilisant la paracétamol qu'on peut soigner les maux de ventre. Il faut d'abord faire un diagnostic, connaître d'abord c'est quel type d'insecte et c'est quel type de produits faut-il utiliser, quel type d'insecticide. Puisqu'il y a plusieurs insecticides sur le marché, mais il faut d'abord connaître quel type d'insecte auquel vous voulez faire face. Sinon, on risque d'utiliser n'importe quel insecticide et puis ça ne donne pas de résultats. Mais si vous voulez que je puisse vous conseiller sur un insecticide un peu polyvalent, je peux vous conseiller, quoique je n'ai pas vu les types d'insectes. Puisqu'il y a ces insecticides qui ont tendance de lutter sur une multitude d'insectes. Ok? Les grillons et les champignons, c'est ce genre d'insectes. Les champignons ne sont pas des insectes. Les champignons sont les champignons ne causent pas les champignons causent des maladies. J'ai dit, il y a des maladies fongiques qui sont causées par les champignons. Les champignons, ce sont des microbes qui ne sont pas visibles, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Les insectes, on peut les voir, mais les champignons, ce sont des microbes qu'on ne sait pas voir à l'œil nu. Mais c'est dans la manifestation et sur la plante qu'on peut identifier que ça, c'est une maladie causée par les champignons, ou c'est une maladie causée par les bactéries, ou c'est une maladie virale, ainsi de suite. C'est sur la manifestation sur la plante qu'on peut arriver à diagnostiquer que ça, c'est une maladie causée par les champignons ou par les bactéries. Mais les insectes sont du moins visibles. Alors, en voyant, on peut facilement se rendre compte sur les types d'insectes qu'on peut utiliser. À la fin, vous me verrez comme ça, je pourrais vous recommander quelques produits sur les lots des insecticides. Oui, bien sûr. Je voulais seulement avoir la précision sur la distance de plantation des arbres. Combien de mètres? Et puis, deuxième question, est-ce que la différence entre fumier et bangoulou et soso, pour être un peu confusion quand on est à la kuna. Il y a mis ça tout. C'est vrai qu'il dit papa, vous avez tiré nos boys. Il y a une somme, papa, un cas, nous avons utilisé. C'est vrai qu'ils ont un terme déterminé qui est ça, ça, les langues, ça, les langues, ça, bien voyez, et puis ça le sous-souté. Je ne sais pas. Nous avons la connaissance. La question, il y a Souka d'abord. Au Kogi, quand son matériel, il y a papa Nkaou. Immédiatement, vous pouvez l'utiliser. Immédiatement. Mais avec un peu de connaissance, pour y avoir ici, il y a eu telle culture, je ne peux pas remettre telle. Et ici, c'est là où nous avons parlé de la rotation et la succession. Mais, d'une manière générale, qui s'y a liboso pour éviter tout ce qui peut arriver, la maladie, c'est l'alimentation, l'aménagement du sol, disons, en matière de la fumier. C'est l'aménagement du sol, puisque j'ai dit, je crois, sur une bonne sanité, un sol bien amendé écarte dans un premier temps l'hypothèse d'attaque des maladies. C'est comme le corps humain qui est bien alimenté, l'aliment dont nous prenons produit les anticorps qui peuvent lutter sur l'attaque de telle maladie. Donc le premier traitement, c'est l'aliment dont nous prenons. Et sur les plantes aussi, le premier traitement, c'est la manière dont on amende les sols. Ça, c'est le premier traitement. OK?
Je crois dans répondre moi que na lobeli le kambo ya rotation tu dois t'informer et si ko yo bolona kini po yeba ke le coup les ala qui telle culture et le coup la ngana sombi na koki ko sa culture ya boité. Et la deuxième chose, il faut bien amender le sol. Et puis l'utilisation de la chaux aussi permet aussi à désinfecter le sol pour certaines cultures comme surtout la tomate et tout ça. L'utilisation de la chaux. Et ça permet de désinfecter aussi les sols. Alors, la deuxième question était, bon, chaque espèce d'arbre a ses exigences. Malgré il y a certains arbres qui se ressemblent sur les exigences. Je peux parler du manguier, le safoutier, l'avocatier. Hein? Sur le plan écartement, ça presque le même principe. Presque le même principe. Il n'est pas bon de planter des arbres comme les manguiers, comme les safoutiers, l'avocatier, à une distance, à un écartement de moins de 8 mètres. Moins de 8 mètres. J'ai vu dans certaines concessions où on m'a invité d'aller et apporter mon expertise. J'ai vu des arbres plantés à une distance de 3 mètres 50 ou à 4 mètres. Non, à l'avenir, ces arbres-là seront tellement étouffés jusqu'à tel point il y aura la concurrence. Oyalingi Yamata. Et en fin de compte, et puis même sur le plan production, vous n'aurez pas une bonne production. Puisque les arbres même, ou même ce que nous mettons en culture maraîchère, l'aération est indispensable. Moupepe zanatina, ne biso batute. Même milone zana besoin de moupepe. Voilà, donc l'écartement approprié pour les arbres comme les manguiers, les safoutiers, si vous pouvez aller de 12 à 15, c'est un bon écartement. Et pour les arbres comme les mangoustaniers, 8 à 10, c'est dans le bon. Puisque les mangoustaniers, beaucoup remarqué, il y a un mangoustanier après ça qu'a mis un peu boité. Hier, à Kenegmoa Moukebo. Voilà. Sur les autres arbres, bon, les orangers, c'est comme les mangoustaniers, à 8 mètres. Presque 8 mètres pour les orangers, c'est bon. Puisque oranger peut, en tout cas, il y a comme une minute. 8 à 10, c'est bon. Bon, votre première question était... Voilà, bon. C'est aussi une information sur l'utilisation des fumiers. La qualité du fumier qu'on peut utiliser pour amender le sol dépend de l'aliment qu'on donne au bétail. L'aliment qu'on donne au bétail joue un grand rôle sur la qualité du fumier qu'on voudrait utiliser. Donc jusque-là, le fumier le meilleur, c'est celui des poules. Puisque les poules, pour élever les poules, il n'y a pas un autre moyen de leur donner l'aliment. Vous devez souscrire sur l'aliment approprié, l'aliment concentré, qu'on donne du premier âge au deuxième, au troisième, jusqu'à la quatrième âge, où la poule va pondre. Puisqu'il y a un échelonnement d'aliments qu'on donne aux poules. Voilà. Alors, les poules, on leur donne l'aliment concentré. L'aliment concentré, donc, qui contient tous les éléments nécessaires pour être soso abo comme malam. Voilà. Les porcs, à moins, le fumier des porcs peut être bon si réellement on leur donne aussi l'aliment concentré qui concerne les porcs. Mais avec puisque les porcs maintenant, les gens les élèvent, même pas leur donner un aliment vraiment concentré. L'aliment concentré vient seulement en supplément. On peut leur donner la drèche, le son de blé, le son de riz, un peu de manioc, un peu de feuilles, de ceci, cela. Le porc est élevé. Voilà, alors, il y a quelqu'un qui a parlé de fumier de bœuf. Hein? Il y a Ngombe, n'est-ce pas? Tel que fumier à Bangombe, par exemple, c'est vraiment un fumier pauvre. Parce que Ngombe, il y a matite. Alors, dans les matites, il n'y a presque rien.
Donc les meilleurs fumiers, donc la qualité du fumier dépend des aliments qu'on donne au bétail. C'est OK? C'est le travail immédiatement à la présidence en ce moment-là à Ngaliema, au jardin présidentiel du fait président Mobutu. C'est là où j'ai débuté le travail, directement après la fin de mes études. Alors, les premiers tests qu'on m'a donnés pour voir si vraiment j'ai fait l'agriculture, c'était les labours. On m'a donné la bêche pour labourer. Je crois, en parlant ici, j'ai donné beaucoup d'importance. Et si quand Bafungula... Ok, non? Mais on peut aussi faire les labours à la bêche. Hein? Ce qui est tendu dans le monde peut-être si vous avez une bonne main d'œuvre suffisante, on peut faire les labours à la bêche. Mais sinon, maintenant, en ce qui concerne le deuxième labour, consiste à s'équiper les mottes de terre. Voilà. Et là où on a mis aussi du fumier, par exemple, voilà l'importance de bien labourer. Et il y a des fois, tout dépend de la qualité des fumiers auxquels il est. Pour faire une botte, ça vous demande autant de tiges, soit une vingtaine de tiges. Mais si ça atteint la maturité complète, et vous les producteurs et les vendeurs, l'acheteurs, vous allez vous retrouver. Puisque maintenant, pour former la tige, et la botte, pardon, avec 8 tiges, ça peut déjà faire une botte. Quand ça atteint la maturité complète, la même botte ici, pour les ciboules bien grossis, ne demanderont pas le nombre de tiges que nous voyons ici. Voilà. Mais ici, c'est une pression. La maturité, du germoire à la maturité, il faut compter pour 3 mois. Du germoire. Puisque ça vous prend plus ou moins 1 mois de germoire, hein, du semis jusqu'au repiquage. Ça vous prend plus ou moins 1 mois. Et du repiquage à la maturité, la récolte, c'est plus ou moins 2 mois. C'est comme nous sommes là. Tu veux bien vivre longtemps, il faut respecter votre alimentation. Le corps bien alimenté a une faveur de... Quand c'est mal nourri, on se précipite. Donc les histoires que nous plantons aussi, c'est de la même manière. C'est par là, il n'y a pas un temps fixe, mais c'est plus ou moins. Tout dépend des soins. Même l'arrosage peut vous handicaper le développement de votre culture. On venait de vivre ça. Nos aubergines qui étaient là, ça n'a pas atteint l'échéance normale, compte tenu des problèmes d'eau. L'aubergine, pour votre information aussi, c'est parmi les cultures qui ont besoin d'eau. Un arrosage copié. Voilà, un arrosage copié. Donc l'aubergine est la même. En saison sèche, l'aubergine produit moins, puisqu'il y reçoit moins d'eau. Mais en saison pluvieuse, l'aubergine produit plus et on peut même procéder à 2 récoltes par semaine. Mais tandis qu'en saison sèche, vous avez seulement les vieux courts. Voilà. Si moi je m'engage à avoir ces forages, pardon, c'est ça la raison. Donc l'arrosage, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans nos activités maraîchères. Souvent, bon, nous apportons, tout dépend aussi du temps, du temps qu'on vit. On apporte l'arrosage le matin et surtout le soir. Le soir, donc, nous avons 2 temps d'arrosage, le matin et le soir, parce que les cultures ont besoin d'être bien arrosées. Donc l'arrosage, vraiment, joue un grand rôle sur ce que nous avons. J'ai observé un peu votre site, mais j'ai fait un constat ici. J'ai remarqué que par là, si on regarde bien, les arbres sont carrément brûlés, tout ça, on dirait qu'ils reprennent. Les arbres, c'est de l'autre côté là-bas. Oui, là, ce n'est pas chez nous. Ah, c'est pas chez vous. Là, nous limitons sur les buissons d'eau ici. Ah, d'accord. Là, ce n'est pas chez nous. Nous, c'est seulement vers les arbres et les manguistanniers, il y a un buisson d'eau qui nous sépare de nos voisins. Malgré, je ne sais pas quelle est la question. Bon, en fait, je me demandais si la terre là était morte ou bien c'est juste la première récolte que vous
avez fait, c'est qu'il fallait... De l'autre côté. Oui, de l'autre côté. Ou bien c'est comme... Bon, il y a eu des champs là-bas. Oui, Il y a eu des champs, mais maintenant, bon, je ne sais pas les raisons qui ont pris cette idée, mais est-il que peut-être il y a des gens qui voudraient... mais est-ce que ça vous arrive aussi de faire la même chose ou bien c'est juste que... et que c'est une variété? Il faudrait changer de variété. Alors, cette période de changement de variété, la terre qui a subi, par exemple, un cycle. Alors, je me demandais, pour labourer la terre ou refaire revivre cette terre-là, je me demandais quelle période il faut attendre pour replanter. Bon, si c'est un terrain qu'on a y acheté, par exemple, ou même si c'est votre terrain, si vous avez de l'espace, il y a lieu de garder le terrain caché. Vous lui donnez un temps de repos, même 6 mois, 8 mois, après vous reprenez. Comme ça, en ce moment-là, la terre est de nouveau restrictive. Voilà. Puisque le fait d'utiliser le même sol, comme nous le faisons, c'est là où ça nécessite l'apport. Puisque le sol s'appauvrit au fur et à mesure il faut planter. C'est là où j'ai insisté sur l'apport de la matière organique. Mais si on a beaucoup de l'espace, on peut laisser le terrain en jachère, le terrain récupère un peu. Si on laisse le terrain en jachère, et même tout ce qu'il y a eu comme microbes tombe puisqu'ils ne sont plus nourris. Merci. Il y a 3 questions. Claire et celle-ci. Quels sont les arbres fruitiers qui apportent rapidement le fruit et après combien de temps d'être plantés? Les arbres fruitiers qui apportent rapidement le fruit et après combien de temps d'être plantés? Sa deuxième question est celle-ci. Est-il possible de planter les ananas parmi les arbres fruitiers? Dans une concession, dans une plantation. Oui, c'est possible de planter les ananas dans un verger fruitier, puisque nous avons parlé de l'écartement. Et surtout, c'est favorable tout au début de la culture des arbres. Pendant que les arbres n'ont pas encore atteint le plein développement, c'est un avantage de planter les ananas. Puisqu'il y a de l'espace, et il y a de l'aération. À moins, au fil du temps, que les arbres maintenant se sont tellement bien développés, puisque quand les arbres se développent, maintenant il y a moins d'aération. En ce moment-là, on peut suspendre la culture d'ananas. Mais tout au début, on peut planter, c'est dans le cadre des cultures mixtes. Voilà. Pendant qu'on entretient les arbres, les ananas sont aussi entretenus. Mais il faut tenir compte des écartements qu'on va aussi donner à la culture d'ananas. Alors, à la première question, quel est l'arbre fruitier? Bon, les arbres comme les safoutiers, les manguiers, les avocatiers, hein, ils ne prennent pas beaucoup de temps. Presque 6 ans, si on a respecté les conditions de culture, puisque j'ai parlé ici, il y a mon ami qui a posé la question sur les arbres fruitiers. J'ai dit, pour planter les arbres fruitiers, il faut d'abord procéder à la préparation des trous. Donc il faut faire des trous à la distance normale, hein? Des trous de distance de plus ou moins 80 cm de profondeur et de circonférence. On prépare ces trous-là et on amende les trous. L'amendement peut se faire par la terre, la bonne terre, à y ajouter un peu de matière organique, les feuilles, les herbes et un peu de fumier. En ce moment-là, l'arbre peut ne pas... Donc, pour exciter la précocité de l'arbre en ce qui concerne la production, il faut préparer, il faut amender là où on plante l'arbre. Mais si vous n'avez pas amendé, l'arbre qui pourrait vous produire au bout de 6 ans, il va jusqu'à 8 ans, voire même 10, puisqu'il est mal nourri. Puisque la plante, l'arbre, il faut penser à les nourrir dès le repiquage, dès la transplantation. Voilà, c'est comme le corps humain. Nous prenons des enfants nés le même jour, à la même heure. À celui-ci,
À l'enfant A, on donne des aliments protéiques, vitaminés, hein, et des aliments d'énergie. Mais à l'autre, c'est seulement des aliments d'énergie, du foufou, du riz. Mais leur croissance au bout de 3 ans, vous verrez que l'enfant qui reçoit les aliments vitaminés et protéiques, leur développement à l'œil nu, vous verrez que c'est différent. Donc les arbres aussi de la même manière, les arbres, les cultures sur les plans maraîchers de la même manière. C'est là où j'insiste sur l'amendement du sol et tout ça. Maman Riette Moulumba, elle dit il y a 3 façons pour réussir un bon repiquage. Et la deuxième, elle n'a pas pris. La deuxième qui dit ne pas diriger les racines vers le haut. S'il y a moyen d'essayer un peu d'éclaircir sur la deuxième méthode. Ne pas diriger les racines vers le haut. S'il y a moyen Cela d'éclaircir. veut dire, quand nous repiquons, que ce soit les arbres, que ce soit les légumes, des fois, les plantules ont dépassé un peu l'âge de repiquage en pépinière. En ce moment-là, les racines sont plus développées. Hein? Ils ont atteint une certaine longueur. C'est la raison pour laquelle, soit nous sectionnons les racines pour les raccourcir de manière que les racines, quand on les met en terre, que ça soit juste tout droit, la racine. Mais les racines, l'essence des racines en haut, c'est là dire. Et surtout, sur les repiquages des légumes. Je prends l'exemple des amarantes. Quand les amarantes ont dépassé l'âge de repiquage en pépinière, les racines deviennent longues. Alors, il y a ces maraîchers qui ont tendance de planter en appuyant la racine principale en terre. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut sectionner la racine pour qu'elle reçoive une taille normale de repiquage. Mais si on ne la sectionne pas, alors, à moins de préparer vraiment un bon trou auquel la racine va s'enfoncer sans que ça soit plié. Puisque si vous faites ça, le sommet de la racine, c'est celle-ci. Mais si vous faites ça, en appuyant maintenant, les bouts de la racine, au lieu qu'elle soit enfoncée dans le sol, elle monte. Okay. Alors là, vous créez une difficulté à la reprise de la plantille. Donc il faut que la plantille soit enfoncée. Même les arbres ici. Vous voyez, les arbres qui sont en pépinière, ils ont dépassé l'âge de repiquage. Si je voudrais les dessoucher pour la transplanter, je dois tenir compte de sectionner la racine pour que la racine soit bien enfoncée dans le sol au lieu que la racine se plie. Voilà, c'est dans ce sens qu'elle a posé la question. Puisque j'ai vu ça dans la brochure. Je crois qu'elle a bien suivi. Ouais, elle vous suit vraiment correct. Voilà, je pense. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Maman Goda, vous n'avez pas une question? Oui. Il y a Sarah Mawete qui... Oui, maman Sarah Mawete. Pour planter les arbres fruitiers en terre des hectares, faut-il, avant de le mettre en pépinière, ou pouvons déjà le mettre directement dans le place définitif? Donc, je veux planter mes arbres fruitiers. Il faut que ça soit dans les pépinières comme ça, ou bien que je dois seulement les planter directement à la place définitive? Bon, il y a possibilité de planter. Soit on peut commencer par la pépinière, puisque la pépinière vous permet aussi d'apprêter les terrains sur lesquels qui vont recevoir les arbres. Et puis, en pépinière, l'avantage est laquelle? Quand on procède par la pépinière, à un certain temps, on pourrait détecter les plantules chétives qui n'ont pas, lesquelles on peut ne pas aller transplanter à partir de la pépinière. Voilà. Hein? Et sur la conduite de la pépinière, dès qu'on arrive à la période de transplantation, on peut se contenter de retirer les plantules qui n'ont pas la bonne santé.
Mais tandis que en plantant définitivement, c'est aussi une bonne technique. Quand on a terminé à préparer les trous sont amendés, on peut planter en place définitive. Mais l'inconvénient, on peut tomber sur une plantule qui n'a pas le bon développement. Alors ça vous crée maintenant un retard. Il faut penser soit à mettre une autre plantule ou bien même un noyau, puisque la plantation en place définitive consiste d'avoir des noyaux pour planter. Les noyaux, donc les noyaux, ce sont les noyaux, ce ne sont pas tellement des graines. Les moukokolis. Les noyaux moukokolis. Voilà. On peut procéder à planter directement en place définitive avec les safoutiers, avec les avocatiers, puisque moukokolis naïe, les alliés moins mounènes. Mais tandis que les alliés moins miqués, c'est bon de passer par la pépinière. Elle pose encore une question demandant, est-ce qu'il y a-t-il des arbres qui peuvent être plantés sans passer par la pépinière? Il y a quelques sortes d'arbres fruitiers qui peuvent être plantés sans passer par la pépinière, ou bien tous les arbres doivent être passer par la pépinière. Bon. En tout cas, à ma connaissance, c'est tous les arbres qui peuvent y passer par la pépinière. Puisque la pépinière ne concerne pas seulement les graines, on peut aussi préparer une pépinière d'arbres par bouture. Ok. Voilà. Donc, il est important que les arbres passent par la pépinière, puisque je venais de signaler un élément. En pépinière, on peut détecter les arbres. Il y a parmi quand on plante, ce n'est pas tout qui réussit. On peut trouver des plantules chétives, malingres, qui n'ont pas le bon développement, qu'on peut écarter immédiatement au lieu de l'amener en place définitive pour que vous perdiez encore du temps. Donc il est essentiel du moins de procéder par la pépinière. Voilà, je pense qu'elle est satisfaite avec les réponses qu'elle a réussi par rapport à ces questions. Il produit déjà, quand il n'y a pas de fruits, les ramboutans. Les ramboutans, autrement appelés poilus. Il est comme un petit frère au mangoustanier. Ils ont presque la même exigence sur le plan sol. Puisque les mangoustaniers ne se plantent jamais sur un sol sec. Les mangoustaniers se plantent sur un sol un peu humide. Donc au bord des ruisseaux, là où le sol est un peu humide. On peut le planter sur un sol sec, mais en tout cas, ce n'est pas très favorable. Sur un sol sec, un arbre, c'est possible, mais question de préparer une bonne trouaison grande où on met beaucoup de ordures qui peuvent occasionner à garder un peu l'humidité. Et puis, vous suivez vraiment l'arrosage permanent. Là, vous pouvez le réussir, puisque j'ai vu quand même les mangoustaniers sur les sols un peu de la colline, comme à Maman Mobutu. Il y a une famille que je connais qui a un mangoustanier, mais qui est aussi en bonne santé. Mais tout au début, il faut préparer une bonne trouaison, puisqu'il aime beaucoup un peu d'eau. Mais quand on a mis préparé une bonne trouaison où on a mis beaucoup des ordures, c'est ça qui va permettre, quand on arrose, ça garde un peu d'humidité. Mais sinon, en principe, il se plante sur des sols un peu humides, au bord des ruisseaux ou dans des marécages. Il se développe, il devient bien grand. C'est comme j'ai dit, même sur nos... Avec le vent, oui, il y a d'autres grains qui viennent de... Ah, ça on parle de... Non, bon, j'ai même dit, si vous remarquez que l'écartement n'a pas été respecté. Ça, c'est parti d'une pépinière. Toutes les plates-bandes ici ont servi de la pépinière. On a enlevé ce qu'il fallait transplanter. Bon, comme ils n'ont pas pu. Bon, ça, c'est le jardin d'un de mes fils.
C'est le jardin d'un de mes fils qui n'a pas la même expérience que moi. Alors, toutes les plates-bandes ont servi de germoire. Bon, ils ont enlevé ce qu'il fallait transplanter ailleurs, mais ils n'ont pas pu démarrer toutes les plantules. C'est la raison pour laquelle vous remarquez qu'il y a même des tiges à côté de l'autre là. Donc on a laissé ça maintenant, ça va se développer ici jusqu'à la vente. Mais en repiquage, on ne peut pas rencontrer ces écartements-là. Il faut plus ou moins entre 20 et 25, c'est bon. Là, vous donnez l'occasion à la plantule de bien se développer. 20, 25 d'écartement, c'est bon. Mais souvent, les gens n'aiment pas tellement respecter les écartements. Ils trouvent comme si ils plantent à la distance un peu exagérée, comme s'ils perdent, comme si la plate-bande ne porte rien. Or que cet écartement est indispensable. Voilà, cet écartement permet à ce que les plants mis en terre puissent bien se développer et puis éviter aussi la propagation des maladies entre les plantules. Bon, on peut avancer. Excusez-moi, la montée en graines, en combien de temps? La levée, c'est presque 6 jours après. 5-6 jours. Quand on a mis la graine en terre, ça lève, ça s'élève. La levée prend plus ou moins 5 jours. Après que ça soit levé, ça. Il faut se répliquer. Des semences améliorées. Donc souvent ce sont des semences qui viennent des pays d'ailleurs. On les achète. Donc les ciboules. Mais alors ces procès, on dirait comme s'ils ont pu réussir la production des semences de ciboules. Mais là alors, chez eux, ce sont les ciboulettes dont j'ai parlé qui donnent une touffe, mais pas les ciboules. Les ciboulettes, puisque même vers Nsele, on fait plus les ciboulettes, même dans les bas Congo vers Bazangou, ils font les ciboulettes. Mais j'ai l'impression, dans certains coins, ça donne quand même des semences. Dans certains coins. Puisque la production des semences dépend du sol et puis surtout du climat. Donc, avancer. Vous m'avez suivi, hein? Ici, nous voyons que l'écartement n'est pas respecté puisque c'était des plates-bandes de pépinières. Donc, on n'a pas pu... Voilà, j'ai parlé de couvrir le sol quand on a mis les graines en terre. Ici, on venait de mettre les ciboules, hein? On venait de mettre les ciboules en terre. Maintenant, les rameaux de palmiers, nous essayons de protéger l'ensoleillement et puis les mauvais arrosages aussi, comme j'ai dit. Les mauvais arrosages, puisque là où on a planté, là où on a mis les semences en terre, hein, il y a une manière appropriée d'arroser. Donc on ne peut pas apporter un arrosage très conséquent dont l'eau s'estende quelque part. Ce n'est pas bon. Alors, c'est comme j'ai dit, même les travailleurs que nous utilisons, vous lui demandez un travail, vous lui montrez comment doit-il faire, mais il y a de ceux-là soit qui ne comprennent pas, il y a de ceux qui font de n'importe quoi. Alors, il faut prendre toutes ces mesures pour protéger les cultures. On a parlé de semences, vous voyez, on a mis. Ça, c'est mis depuis. Et puis, vous devez avoir l'habitude de noter quand on a mis les semences en terre pour suivre l'évolution du développement des semences et la levée. Hein, on a mis tel jour et vous contrôlez et la levée aura lieu après combien de jours. Et ça vous donne aussi des expériences pour connaître déjà et pour avoir un bon suivi de culture. Et même les jours de repiquage, il faut noter comme ça. Et dès que la culture arrive à la fin sa première production, ça vous donne une idée que les spéculations qu'on a plantées, ça nous a pris à peu près tel temps. Même quand ça commence à produire, vous pouvez aussi noter pour voir, ça peut vous faire, sa végétation prend combien de temps. Hein? Comme j'ai dit, la végétation souvent dépend de tous les soins qu'on y apporte. Voilà, il n'y a pas un temps déterminé, mais ça dépend de la conduite de la culture.
Bon, on peut avancer. J'ai de savoir préparer ses semences soi-même que de se contenter d'acheter toujours. Pour l'achat, même si vous pouvez tomber sur les dépenses que vous pouvez effectuer en achetant. Attention, non, ne mangez pas. Ne mangez pas puisque ce n'est pas très longtemps qu'on a apporté les traitements. Puisque les porte-graines d'abord. Oui. Et je parlais qu'il faut toujours se contenter de vous approvisionner des semences saines. Puisque les maladies dont nous parlons, un mauvais choix de semences, c'était un mauvais départ de la culture. Donc, là où nous gardons les porte-graines, souvent nous apportons des traitements pour épargner toute maladie qui pourrait se manifester. Puisque si vous reproduisez une plante malade, cela veut dire au début même la maladie va se manifester, tout au début même et le plus vite possible. Donc on se contente toujours d'avoir des graines ou des semences saines, des semences traitées. Et quand vous les mettez en terre, vous êtes tout à fait exempté de toute attaque de maladies. C'est très important. Le choix de semences. La montée en graines de ça, c'est combien de temps? Bon, ça peut vous faire d'abord les bilolos. C'est parmi les légumes que beaucoup de gens n'aiment pas planter dans les jardins. Puisque ça vous prend beaucoup de temps. Même à partir du germoir. À partir du germoir, ça peut vous prendre un mois, une semaine. Mais pas tandis que celui qui a planté les bitégoutecou du germoir jusqu'à la maturité, un mois, une semaine, il a déjà vendu. Mais toi, tu es encore au niveau du germoir. Voilà. Donc, ça vous prend beaucoup de temps. Mais l'avantage est que, d'abord, c'est un légume un peu rare sur les marchés, puisque, compte tenu de son cycle, beaucoup de maraîchers n'aiment pas planter ça. Puisque celui qui a planté les bitégoutecou, 2 fois, il a vendu, toi tu vas maintenant. Celui qui a vendu 2 fois les bitégoutecou, et toi qui as planté les bilolos, tu vas après la deuxième vente de celui qui a fait les bitégoutecou. Donc c'est un légume qui prend beaucoup de temps, mais malgré c'est un légume apprécié par beaucoup de gens, puisque c'est aussi un médicament contre les... Je crois oui, c'est ça. Beaucoup de gens d'ailleurs aiment manger les bilolos puisque ça porte quand même, ça crée les traitements pour l'héritage, pour la plantation. En tout cas, il faut lui accorder plus de 30 moreilles. Bilolo moreille. Moreille, ça c'est le nom français. Bilolo, ils ont dit non, les épinards bazel, donc avec double L, E à la fin. Bazel, voilà les épinards, moreille. Et les ngaïngaï, l'oseille. Les ngaïngaï, c'est l'oseille. Comment on appelle ça? Quelles sont les maladies qui tapent plus ces jeunes? Les maladies qui attaquent plus. Surtout plus les maladies virales. Il y a quelques plants que j'ai vus là-bas. Les maladies virales se présentent par les feuilles. Les feuilles, hein? Les feuilles, c'est ces croquevilles. Hein? Souvent, les maladies virales se présentent par ces signes. Beaucoup de maladies sont présentées par les feuillages. Donc, c'est par les feuillages qu'on détecte la plupart de toutes les maladies. Par les feuilles. Puisque il y a de ces maladies fongiques, par exemple. Tout ça. Voilà, c'est par les feuilles qu'on détecte la plupart des maladies. Par les feuilles, par les racines et par les tiges. Voilà, une plante attaquée, il y a certaines plantes qui sont attaquées, telles que les maladies bactériennes, se manifestent. Hein? Ça se manifeste souvent, au moment de tige, tige nango, et bandi ko sala lukule zui pota, moi pota lukula, pota lukule les akusala lukula. Donc il y a une mort qui se présente à l'intérieur. Non, à partir même des tiges, les bandas à tiges. Donc une partie des tiges, et ça lukula oui, comme il fanait, comme kokao comme moi. Alors les salines de one moyen. Le moyen aliment peut
ezala bien nani makati na likolo alimentaire nzete malamu eza te. Mais il y a une chose à attirer sur votre attention. On peut facilement traiter les maladies fongiques avec les produits qu'on peut utiliser, même les produits à base de plantes là. Mais les maladies virales, les maladies bactériennes, en tout cas quand ils sont déjà sur la plante, ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Justement, il faut prendre des précautions, des mesures préventives pour éviter. Telles que les maladies virales, c'est transmis par les vecteurs, ce sont les insectes comme les pucerons. Vous connaissez les pucerons? Les pucerons, Banyamamoko et se manifestent mingi sous Yanan. Sur les choux pommés, on va découvrir ça. Oui, sur les choux pommés, sur les piments, les poivrons, hein? Même sur la pointe noire, c'est manifeste. C'est un mauvais insecte. C'est lui qui transmet, qui est plus à la base, il y a que transmettre la maladie virale surtout. Donc les maladies virales, il faut les combattre. Donc je disais, c'est là où j'ai parlé de traitements préventifs, de traitements très préventifs, pardon, pour éviter toute attaque qui peut se présenter. Ndenge kaka nazwa exemple ya corona. Bato baza kozwa vaccin pour prévenir, non? Voilà, donc les maladies, les plantes aussi, il faut savoir leur apporter un traitement préventif. Donc le préventif, c'est pour prévenir de manière que même si la maladie s'est manifestée, qu'elle ne soit pas si virulente. L'expert lui a fait savoir que la terre a besoin de repos car la terre a beaucoup travaillé. Avant l'achat, avant que Maman Sarah puisse utiliser la place à tout. Mais cela fait déjà 1 an qu'elle n'a plus de plantation depuis la dernière expérience. Est-ce qu'elle peut planter maintenant après une année là? C'est suffisant. Même les ananas, même les maniocs. Hein? C'est largement suffisant. Les maniocs, sauf là où il y a eu les maniocs, après la récolte, on ne peut pas y revenir avant 5 ans. Waouh! Oui. Là où il y a eu les maniocs, maman, ça va vous suivre, hein? Là où il y a eu les maniocs, on ne peut pas y revenir, remettre encore les maniocs avant 5 ans. Sinon, vous risquez de faire une mauvaise. Et alors pour les ananas? Puisque les maniocs, c'est une plante très épuisante. Vous voyez les maniocs? Nous donne les tubercules, les feuilles, tout ça. C'est une plante très épuisante. Il ne faut pas remettre les maniocs avant 4 ans. 4 ou 5 ans. Les maniocs. Mais pour les autres cultures, les ananas, à partir de 6 mois, c'est déjà quelque chose. À partir de 6 mois, le terrain a été laissé en jachère. Il y a moyen de reprendre les cultures. Je pense que vous êtes satisfait avec la réponse. Pour les ananas, il faut aller au-delà d'une année. Au-delà d'une année, pour les ananas. Au-delà d'une année, comme ça on peut revenir. D'ailleurs, les ananas, quand on a planté, quand ça a donné les ananas, les conseils est qu'il faut déplacer la culture. Il ne faut plus garder la culture sur le même terrain. Puisque si vous gardez la culture, elle ne va plus vous donner les mêmes rendements comme la culture mère. Puisqu'elle va vous donner des ananas, des fruits, au travers des rejets sortis sur la plante mère. Alors, la plante mère et les rejets, c'est différent. Sa manière de développement, c'est différent. Donc là où il y a eu les ananas, après la production, il faut déplacer la culture. Donc vous récupérez les rejets produits pour les transmettre sur un autre terrain. Là c'est bon. Donc il ne faut pas garder la même culture sur le même terrain, surtout sur les ananas. Voilà, je pense que vous avez eu la réponse à votre question. Il faut faire la rotation de culture. C'est ça, c'est bon. Permettez, papa. Ce que je vois ici, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous en avez encore une autre question, veuillez écrire et je vais relire. Ce sont les insectes des fois qui peuvent être hyper forts. Hein. C'est la présence d'un insecte, une sauterelle est passée par là. Il a essayé de sucer. Souvent, ce sont les insectes comme les sauterelles. Puisque s'il y avait présence des chenilles, on allait les trouver là. Mais les sauterelles, ils viennent d'ailleurs, ils viennent tomber et puis ils trouillent et puis ils passent. Bon, on avance ici. Bon, ici, ce sont les porte-graines des amarantes. Les porte-graines des amarantes, on a parlé de la manière dont il faut garder les semences soi-même, c'est bon. Ici, c'est la culture de céleri. Pour ceux qui ne connaissent pas le céleri,
Mes chers amis, ça vient beaucoup plus de Kimwenza. Ici à Kimwenza, 9 sur 10 jardins. Vous devez, sur 10 jardins, vous devez trouver 9 jardins avec du céleri. Même pas un grand nombre de plates-bandes, mais le fils va avoir quelques plates-bandes. Donc c'est une plante qui donne beaucoup d'argent, puisque le céleri, la récolte, on ne des souches pas comme les vitalités. On récolte les feuilles. Je te donne l'exemple. On récolte des feuilles. Ça, c'est depuis mardi qu'on a récolté. Alors, au bout, après 10 jours, on doit encore récolter. Après 10 jours, vous ne trouverez pas les plants avec ces feuillages. Il va encore donner plus que ce que nous trouvons maintenant. Alors, par mois, le céleri se récolte 3 fois. Donc, on procède à 3 récoltes par mois. Alors, la plate-bande de céleri, c'est comme j'ai dit, le produit rare. C'est très rare. Donc, c'est par le margotage qu'il faut vraiment réduire les ramboutans si vous voulez avoir un taux de production élevé. Bon, ce sont des pratiques de greffage, de margotage, de greffage. Bon. J'ai appris ça mais personnellement. Compte tenu de mon emploi du temps, je ne le fais plus. Sinon, si on peut attraper les plantilles des ramboutans reproduites par le margotage, c'est plus avantageux. Et c'est là, quand cela ne tient, la reproduction, alors, par voie générative, les poilus qu'on a reproduits par voie générative, de préférence, il ne faut pas les mettre à vraiment une très longue distance. Puisqu'on peut arriver dans ces cas-là, qu'il y ait des arbres qui ne produisent pas, on peut procéder à couper ceux qui ne produisent pas et garder ceux qui produisent. Si on a mis à une distance non exagérée. Voilà la technique aussi qu'on peut utiliser. Bon, on peut continuer comme ça. Oui. Les noms scientifiques, c'est comme je dis, les ramboutans, c'est le nom scientifique. Mais en français, ça s'appelle poilu. Bon, en Kikongo, je ne sais pas. Je n'ai pas les noms à Kikongo.